dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une mise en forme de l'espace, en maîtrisant toutes les limites du spectacle. Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une mise en forme de l'espace, à partir de... Bien, je vais commencer par mettre en application la règle fondamentale de la psychanalyse que Freud a énoncée dans la Traumdeutung, la science des rêves, le livre majeur par lequel il fonde la psychanalyse en quelque sorte. Il la fonde par l'analyse de ses propres rêves. C'est pas dans les livres qu'il a écrits auparavant sur l'hystérie, où il s'interroge sur les hystériques, justement, où il est encore quelque part psychiatre, bien qu'il n'ait jamais été psychiatre, mais neurologue. Mais ça reste une interrogation sur l'autre. Il invente la psychanalyse à partir du moment où l'interrogation s'inverse et vient sur lui-même. C'est-à-dire que ce sont ses propres rêves qu'il analyse. La règle fondamentale de la psychanalyse, c'est on confie au rêveur l'analyse de ses propres rêves. Je l'ai souvent répété dans mes vidéos, mais je n'hésite pas à le répéter encore, parce que c'est une règle qui me semble avoir été extraordinairement oubliée dans le milieu analytique. Donc, un rêve. Dans ce rêve, je travaille dans une bibliothèque, et à côté de moi travaille une petite fille. Et cette petite fille, tout d'un coup, me vole mon agrafeuse. Alors je suis évidemment choqué, en colère, je lui réclame mon agrafeuse, je la lui réclame encore, et elle fait exactement comme si elle n'entendait rien. Elle n'a aucune réaction, elle continue à son petit travail à côté de moi, et à la fin, la colère monte tellement en moi que je la frappe. Dans la réalité, ça ne me viendrait pas à l'idée de frapper une enfant, n'est-ce pas? Mais dans le rêve, tout est permis, donc je le fais, ma colère monte, je la frappe. Et pire, il me vient l'idée de la violer. Genre d'idée absolument, totalement étrangère à moi, et pourtant, dans le rêve, cette idée me vient. Mais le surmoi n'est pas totalement endormi, et le surmoi me dit, non, ça tu vas pas le faire, parce qu'il y aura des conséquences juridiques. Et je ne pourrais pas assumer ça. De plus, voilà ma mère qui se pointe et qui me dit mais enfin, qu'est-ce que tu as fait là? C'est terrible. Bon, donc je ne le fais pas, alors que dans le rêve, tout est permis. Après tout, ce n'est pas un passage à l'acte, mais au moment où je suis dans le rêve, c'est comme si j'étais dans la réalité. Et donc, ce serait un passage à l'acte. Et donc, je me l'interdis, mais c'est là qu'il faut faire bien attention. C'est pas au nom du sens moral, c'est pas au nom du bien de l'autre, c'est au nom de mon propre bien. C'est-à-dire que je ne supporterai pas les conséquences juridiques et je ne supporterai pas le regard de ma mère, qui pourtant est morte depuis 20 ans, hein. Mais c'est pas le problème. Elle a été intégrée à mon surmoi, elle fait son travail. Et ensuite, la petite fille fait encore plus fort, elle fout le feu à la bibliothèque. Et la dernière image du rêve, c'est que je la vois debout sur une table avec ses très grands cheveux châtains, frisés, et elle a un sourire satanique au milieu des flammes, très contente de ce qu'elle a fait. Et dans le rêve lui-même, je pense à ma maison qui a brûlé, parce que ma maison a brûlé quand j'étais à Saint-Vaury, dans la Creuse, j'habitais à la campagne, non loin de l'hôpital psychiatrique où je travaillais. Et
Le lendemain de l'incendie, en recherchant dans les décombres ce que je pouvais sauver, j'ai eu la surprise de trouver ma bibliothèque. Le bois avait brûlé, mais les livres n'avaient pas brûlé. Ils étaient seulement un peu roussis sur les bords. La masse compacte du papier avait en quelque sorte empêché l'oxygène de circuler et ça avait protégé les livres alors que le bois de la bibliothèque avait brûlé. J'en avais été épaté. En application, la règle de Freud. L'agrafeuse, en fait, c'est moi qui l'ai volée. Et c'est là qu'on comprend pourquoi Freud a posé cette règle, parce que je suis le seul à avoir toutes les associations nécessaires pour comprendre pourquoi ce vol d'agrafeuse vient dans mon rêve. J'ai dans mes souvenirs le fait que quand je suis parti de l'hôpital de Lorquin, qui était mon premier poste de psychologue dans les années 70-80, en partant, j'ai volé une agrafeuse. C'était une sorte de revanche ou de vengeance contre cet hôpital où j'avais eu quelques déboires avec des médecins-chefs. Quelle sorte de déboire? Eh bien, c'est très simple. Je suis sorti d'abord avec une ex-maîtresse de mon médecin-chef. C'était son ex. Il n'y avait pas matière à interdit. Et néanmoins, j'ai remarqué que c'est à partir de ce moment-là que ce médecin-chef s'est mis à me faire des ennuis, à m'empêcher de travailler comme je voulais, à être beaucoup moins amical, bref. C'était fini l'entente cordiale alors que nous étions véritablement amis auparavant. C'était lui qui m'avait choisi, qui m'avait embauché, on avait des âges similaires, des goûts similaires, on était dans la même mouvance. Et puis du jour où je suis sorti avec son ex, ça n'a plus marché. Et puis mes aventures ont continué puisque je suis resté 7 ans dans cet hôpital. Et après, j'étais avec une autre femme qui m'a été piquée par un autre médecin-chef de ce même hôpital. J'ai dit piqué, c'est-à-dire j'aurais pu dire volé. Tout s'est passé comme si j'avais volé la femme d'un médecin-chef, et comme si un médecin-chef, mais ça c'est pas comme si, c'est effectivement un autre médecin-chef, m'a volé ma femme. Donc l'agrafeuse venait en témoignage dérisoire, ou en revanche dérisoire de ce vol. Et donc là, c'est une petite fille qui me vole mon agrafeuse, ce qui est devenu mon agrafeuse. Bon, j'ai assez parlé dans d'autres rêves, je vous renvoie à d'autres vidéos, ou à mes livres, d'autres rêves où je passe ma vie à retourner dans le ventre de la mer pour y chercher, j'allais dire l'agrafeuse, non, le phallus que je pense y avoir oublié. Donc l'agrafeuse, c'est le phallus. Parce que avoir une femme, c'est le témoignage qu'on a un phallus. Se faire voler sa femme, c'est se faire voler son phallus. Voler la femme de quelqu'un d'autre, c'est lui voler son phallus. Et une femme, en tant que telle, mais pour l'inconscient, ça je l'ai assez précisé, pour l'inconscient, c'est-à-dire pour l'infantile en nous, le phallus, la femme ne l'a pas, et donc elle témoigne de ce qu'on peut me le voler. Bon, ça c'est l'angoisse de castration. On peut me voler mon phallus. Donc ce rêve témoigne encore une fois de mon angoisse de castration. Une petite fille me vole mon phallus. Pourquoi une petite fille? Parce que toutes les femmes sont porteuses de cette menace de castration. Mais aussi, ça je le repère, c'est chez tous mes analysants, qu'ils soient hommes ou femmes. Mais en plus, peut-être chez moi, ma mère souhaitait une petite fille quand je suis né. Donc, j'étais doublement menacé. Elle m'a assez fait sentir que ça aurait peut-être été mieux si je n'avais pas de zizi. Donc ça, c'est la première interprétation. L'interprétation de la première partie. Alors, l'idée de la frapper vient de ma colère que je n'ai jamais pu exprimer
dans ce sens-là, puisqu'on ne frappe pas ses parents. Et je me rappelle qu'un jour où ma mère m'avait flanqué une baffe, c'était très rare, hein, je reconnais, très très rare. Eh bien, parce que j'avais pas rangé ma chambre, eh bien, je lui avais retourné une tape, puisque j'étais petit, c'était une tape sur les cuisses, c'était à ma hauteur, et elle m'avait renvoyé d'un ton absolument indigné. Comment tu frappes ta mère? Bah oui, c'était le seul retour que je pouvais me permettre à ce moment-là. Parce que dans le coup, il n'y a pas seulement la violence, l'idée de détruire l'autre, il y a détruire ce qu'on n'arrive pas à maîtriser chez l'autre. Ma mère n'arrivait pas à maîtriser, à me maîtriser moi, dans la mesure où je ne rangeais pas ma chambre, euh, ce que connaissent absolument à peu près toutes les mères, euh, mais il s'agit donc de supprimer ce qu'on ne maîtrise pas chez l'autre. Et à un moment, ça devient supprimer l'autre, dans ce qu'on n'arrive pas à maîtriser chez l'autre. Donc aussi bien chez ma mère que chez moi en miroir. Et ça, c'est le travail du symbolique. Le travail du symbolique qui consiste à détruire ce que nous ne comprenons pas, c'est-à-dire à faire du trou. D'où le symbolique, c'est le trou. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai consacrées à cette formule. Le symbolique, c'est le trou. Faire du trou dans l'autre, faire tomber l'autre dans le trou, pour supprimer ce qui nous embête. Et le viol donc? Eh bien le viol, du coup, c'est aussi la juste réponse au vol de mon phallus. Tu me voles mon phallus, je vais te prouver que j'en ai un quand même. D'où l'idée de viol. Puisqu'évidemment, si nous sommes en conflit, c'est pas le moment de demander l'assentiment de l'autre, qu'on sait qu'on n'obtiendra pas. Donc, posséder l'autre, c'est aussi lui prouver que moi j'ai le phallus et que toi tu as un trou. C'est aussi l'effet du symbolique. C'est pas seulement l'effet du désir sexuel, qui est réalisation d'un désir au sens où Freud voyait dans tout rêve la réalisation d'un désir, mais au sens de symboliser ce que nous ne parvenons pas à symboliser. Et malgré les années et malgré des milliers de rêves, je n'arrive toujours pas à considérer que la symbolisation que j'ai obtenue de l'angoisse de castration est satisfaisante. Il en faut toujours de nouvelles, toujours de nouvelles. Donc se protéger de l'angoisse de castration, c'est se servir de son phallus. Et pourquoi ne pas s'en servir contre la personne qui justement vient de me l'arracher? Y a pas mieux. Bon, bien évidemment, ça ce sont des considérations analytiques. Après, dans mon rêve, viennent les considérations juridiques. Le surmoi n'est pas mort, ce sont des choses qui ne se font pas. Mais surtout, ma mère ne le supporterait pas, et donc moi je ne supporterai pas le regard de ma mère. Et dans la dernière séquence du rêve, il y a cet incendie provoqué par la petite fille qui s'appuie sur l'incendie dans la réalité de ma maison lorsque j'habitais en Creuse, mais qui est l'achèvement en quelque sorte du travail du symbolique. Il ne s'agit pas seulement de frapper ou de violer, il s'agit de tout brûler. Et là, la petite fille en question, je pense que celle qui a un sourire satanique et qui se tient sur une table au milieu de l'incendie, je pense que c'est moi. Cette fois, c'est moi, en tant que la petite fille que ma mère aurait désirée. Et qui, dans ce cas-là, puisque je ne suis pas cette petite fille, je fais brûler tout l'environnement, le monde entier, en quelque sorte, représenté par la bibliothèque. Dans les livres, on trouve le monde entier, afin de survivre comme quelqu'un d'autre au milieu d'un monde renouvelé. Ça me fait penser, si vous voulez, au délire de Schreiber, le président Schreiber, qui lui pensait qu'il y avait la fin du monde et que lui-même était mort, pour pouvoir renaître et en tant que femme, justement, et être la femme de Dieu, que Dieu l'ensemencerait
pour qu'il mette au monde l'humanité nouvelle. C'est vraiment le travail du symbolique. Le monde ne nous convient pas, on le détruit pour en faire un autre. C'est dans ce sens-là que la psychose et ma névrose de rêve, c'est exactement la même chose. C'est pourquoi j'ai laissé tomber les étiquettes. La seule différence entre le président Schreiber et moi, c'est que moi, je n'ai pas cette ambition de fonder une humanité nouvelle, mais de me refonder déjà moi-même. Mais ça, c'était ce qu'il y avait derrière l'ambition du président Schreiber, se refonder lui-même, se donner naissance à lui-même. Ce que je fais à travers de nombreux rêves, moi aussi. L'autre différence, c'est que lui, il y croit même dans la réalité, moi, c'est seulement dans les rêves. Voilà. Mais il y a une communauté de pensée entre nous tout à fait claire. Au niveau de ce travail du symbolique qui est de destruction, qui est de faire du trou, qui est la pulsion de mort que Freud avait inventée en 1920 et par laquelle il a corrigé ensuite son opinion sur les rêves en disant c'est parfois l'accomplissement d'un désir, mais c'est aussi parfois l'accomplissement du symbolique pour fabriquer une représentation. Freud n'employait pas cette formule, l'accomplissement du symbolique. Ça, c'est le symbolique, on le doit à Lacan. Mais l'idée que la pulsion de mort répète la construction de nouvelles représentations. Pour faire de nouvelles représentations, il faut détruire les anciennes. C'est le jeu du Fort-Da. L'enfant jette au loin l'objet traumatisant, pour en faire revenir quoi? Une représentation. Une représentation, c'est beaucoup moins traumatisant parce qu'on l'a dans la tête et donc on peut en faire ce qu'on veut, comme dans les rêves. Pas tout à fait ce qu'on veut, puisque l'appareil psychique est divisé et c'est conflictuel, comme on l'a vu dans mon rêve. Il y a à la fois l'envie de violer et le non-viol qui se met en place parce que ce n'est pas possible de faire une chose pareille aux yeux des autres, notamment de ma mère. Eh bien, ça revient tout le temps, ça revient cette nuit-là, parce que la veille, j'avais eu une séance avec une analysante dans laquelle elle analysait un rêve. Je ne peux pas vous dire son rêve parce que c'est le sien, et je ne peux pas l'interpréter parce que c'est le sien, mais j'étais en train de l'aider à l'interprétation. Elle avait déjà interprété beaucoup de choses, je trouvais qu'elle était en très bonne voie, et moi, j'avais dans ma tête une certaine interprétation en termes phalliques, justement. Je me disais, c'est le phallus, c'est le phallus. Je ne lui disais pas, puisque c'était mon interprétation. Je ne voulais pas projeter mon interprétation sur son analyse du rêve. Dans son analyse du rêve, c'était le vagin. Chacun son truc, après tout. Mais, sur le moment, je me disais que, en faisant un pas de plus, elle aurait pu l'interpréter en termes de phallus comme je l'avais dans la tête. Donc ça ne s'est pas passé. Et donc j'ai été frustré de n'avoir pas pu coller mon phallus dans la séance. Autrement dit, dans cette espèce de faire l'amour, qu'est une séance, parce que c'est quelque chose de cet ordre-là, j'avais, en quelque sorte, été castré. Je n'avais pas pu fourguer mon phallus. Donc c'est exactement ce que le rêve reproduit. C'est une femme, une petite fille en l'occurrence, qui me pique mon phallus. Parce que moi, mais j'ai inversé toutes les choses. J'avais piqué la graffeuse, donc dans le rêve, c'est la petite fille qui me pique la graffeuse, alors que c'est moi qui l'avais volée. Et dans la séance d'analyse à laquelle je fais allusion, c'est moi qui aurais pu violer en quelque sorte le contenu interprétatif du rêve de cette femme en fourguant mon phallus à tout prix. Heureusement, ça ne s'est pas passé.
Mais la frustration a fait que le rêve est venu, non seulement pour mettre en scène ce que j'aurais souhaité qu'il se passe, mais, comme je l'ai dit précédemment, pour brûler tout, et moi être à la place de la petite fille, et de ce fait, m'imaginer être maître de l'angoisse de castration. S'il n'y a plus rien à castrer, tout va bien. Voilà ce qui pose le problème de l'interprétation. Parce qu'il y a donc un premier Freud, celui de la Traumdeutung, qui dit « on confie l'interprétation au rêveur ». Ça, c'est le truc de base auquel je me réfère de manière fondamentale. Et puis, un peu plus tard, dans la technique psychanalytique, Freud explique qu'on peut donner une interprétation quand on pense que l'analysant est sur le point de la trouver. Et donc, c'est exactement dans cette situation que je me trouvais dans cette séance d'analyse où il me semblait que l'analysante était sur le point de trouver l'interprétation. Et je l'avais dans la tête, et puis ça ne s'est pas produit. Ça m'a fait penser au film de Spielberg, Minority Report, dans lequel la police se réfère à des personnes qu'elle embauche. Ces personnes sont capables de percer la pensée des gens sur le moment où ils vont commettre un meurtre. Donc ils transmettent leur prémonition à la police et la police intervient avant que le meurtre ne se produise. Mais c'est tout le problème que Spielberg voulait mettre en avant. La vraie question, c'est mais qui va prouver que le meurtre aurait eu lieu si la police n'avait pas empêché l'action? Et effectivement, le meurtrier a beau jeu de se défendre en disant « mais je n'ai tué personne ». Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Et c'est la même chose, c'est une métaphore de ce qui se passe au niveau de l'interprétation. Si j'avais fourgué mon phallus à cette analysante, qu'est-ce qui dit qu'effectivement c'est ce qu'elle aurait dit? Heureusement, là, je ne l'ai pas fait. Mais il m'arrive de le faire. Il m'arrive de le faire, et parfois, j'ai la réponse. Ah bah oui, c'est ça, évidemment. Ce qui laisse penser qu'effectivement, c'est ce qu'aurait dit l'analysante ou l'analysant. Et puis, il y a des fois, j'obtiens la réponse. Oh bah ça ne me parle pas ce que vous dites. Bon, je me suis trompé. Ou il y a encore de fortes résistances chez l'analysant. Mais personne n'est capable de dire ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a intérêt pour l'analyste à s'interroger sur ce qui se passe, à s'interroger sur ce qui est en jeu, inconsciemment, comme je viens de le faire dans cette séance d'analyse, où en fait ce qui était sur la limite de se produire, c'était une sorte de viol, par le biais d'une interprétation qui n'avait peut-être pas lieu d'être. Donc je me suis trouvé de très nombreuses fois dans ces situations où j'ai l'interprétation en tête, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne ou que ce soit le bon moment pour la proposer. De toute façon, lorsque je propose une interprétation comme ça, ce qui est très rare, puisque dans la plupart des cas, je préfère poser des questions pour aider la personne à avancer vers son interprétation. Je ne la laisse pas patauger dans le silence. Bon, ça m'est arrivé quelquefois, je ne dis rien à l'énoncé d'un rêve, et puis la personne passe à autre chose, et puis on l'oublie, et pouf, c'est comme si rien ne s'était passé. Il ne suffit pas de dire le récit d'un rêve. C'est déjà important de le dire, mais s'il n'y a pas eu l'interprétation, c'est comme si le rêve restait lettre morte. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venu petit à petit à sortir du silence qui m'avait été appris dans mes propres analyses et dans les universités et les écoles. L'analyste doit faire le mort, l'analyste doit être neutre, blabla, pour que le travail avance. Donc, je pose des questions pour que ça avance, et se pose la question quelquefois de l'interprétation. Encore une fois, rarement, mais parfois je me retrouve dans cette situation de « Ah, il est sur le point d'y arriver. Est-ce que je ne pourrais pas dire quelque chose qui serait un coup de pouce ?»
à cette avancée de l'analyse. Alors, comme je l'ai souvent dit, ces interprétations qui viennent dans la tête et que je ne dis pas ne sont pas nocives. Elles sont juste utiles quelquefois parce que justement, elles me donnent l'idée de ce qui pourrait être en train de se passer. Et donc, ça m'aide à formuler des questions pour que la personne se trouve son chemin, y compris si son chemin n'est pas l'idée que je me suis fait, l'interprétation que j'avais trouvée. Parce qu'avec des questions, dans une interlocution, on aide toujours l'autre à avancer. C'est totalement différent que de le laisser patauger dans le silence et dans son tournage en rond autour d'un truc qu'il ne veut pas voir, puisque c'est justement l'objectif du refoulement, d'empêcher les gens de voir les choses. Alors, je résume. Il y avait le Freud radical de ses débuts, de la Traumdeutung. On confie au rêveur l'interprétation du rêve. Ensuite, la technique psychanalytique, on peut donner des interprétations au moment où l'analysant est sur le point de les trouver. Et enfin, vers la fin de sa vie, Freud produit cet article qui s'appelle « Construction en analyse », où il invente ce terme de construction qui vient remplacer celui d'interprétation. Enfin, je ne pense pas remplacer, mais qui vient s'ajouter plutôt à celui d'interprétation. L'interprétation est ponctuelle sur un élément d'un rêve, sur un lapsus, sur un acte manqué. Une construction reprend toute la vie de l'analysant. Et ça peut donner quelque chose comme ça. C'est dans Résultat, idée, problème 2, à la page 273, où Freud donne cet exemple. Jusqu'à votre énième année, vous vous êtes considéré comme le possesseur unique et absolu de votre mère. À ce moment-là, un deuxième enfant est arrivé et avec lui une forte déception. Votre mère vous a quitté pendant quelque temps et même après, elle ne s'est plus consacrée à vous exclusivement. Vos sentiments envers elle sont devenus ambivalents, votre père a acquis une nouvelle signification pour vous. Et ainsi de suite. Vous voyez, on reprend toute la vie. Et dans l'exemple qu'il nous donne, Freud ne donne pas n'importe quel exemple, il nous parle de l'Oedipe et de la rivalité fraternelle. L'Oedipe et la rivalité fraternelle, c'est la même chose, c'est le combat pour la mère. Le désir pour la mère suppose qu'on élimine les rivaux. Le père est un des rivaux, les frères et les sœurs sont des rivaux. Ça, on peut le dire à tout le monde. C'est facile. Mais on ne peut pas le dire à tout le monde, et surtout pas en début d'analyse, parce qu'à chacun son parcours. Car par ce parcours, le sujet s'accouche de lui-même. Je parlais de cette séance d'analyse où il pouvait s'agir d'un viol, et où l'analyste avait envie de féconder l'analysante, mais en fait, non pas au niveau d'un viol, mais au niveau d'une histoire d'amour. En effet, l'analyste féconde l'analysant au point qu'il puisse se féconder lui-même, c'est-à-dire en arriver justement à ce fantasme que je pense universel, ce fantasme qui dit « j'ai envie de me concevoir moi-même, j'ai envie d'avoir été là au moment où mes parents m'ont conçu et être à la place de mon père pour être ensemencé par ma mère, ou inversement, si on est une fille éventuellement, mais si on est un garçon aussi, revenir à cette scène primitive où je pourrais être le départ de moi-même. Et c'est le cas quand on fait une analyse, la démarche analytique, c'est cette grossesse très longue dans laquelle on cherche à se féconder par sa propre parole jusqu'à ce qu'on puisse s'accoucher soi-même, c'est-à-dire décider de terminer son analyse. Donc la construction que propose Freud, c'est au fond résumer tout le parcours, ce parcours universel qui est l'Oedipe, la rivalité fraternelle, la castration. Il faut laisser aux analysants le temps de le faire à leur manière. Tout le monde a eu envie de tuer le père, mais à sa manière. Tout le monde a eu envie de faire l'amour avec la mère et avec le père.
mais à sa manière. Et tout le monde a ressenti la castration, mais à sa manière. Donc il faut que cette manière qui définit la singularité du sujet puisse s'inscrire dans cet universel de la construction. Cependant, il m'est arrivé, moi aussi, de faire des constructions, de proposer des constructions. Ça se propose toujours comme une hypothèse. Au moment, effectivement, comme pour l'interprétation, au moment où il me semble que l'analysant va le trouver, je peux lui proposer cette construction, où je peux rajouter, eh bien ça s'appelle le complexe d'Oedipe, et vous n'êtes pas le seul. Ou encore une de mes formules favorites, c'est bienvenue au club. Ce qui a un effet extraordinairement soulageant vis-à-vis de l'analysant. Parce que l'analysant, très souvent, se sent comme seul, isolé dans son fantasme, étant donné qu'il n'a jamais osé en parler, et que les autres sont un peu dans le même état, ils n'osent pas en parler non plus, personne ne sait que le fantasme de l'autre, finalement, a des points communs avec le nôtre. Et donc on se croit seul, enfermé dans une espèce d'horrible perversion. Comment? J'ai envie de tuer mon père, j'ai envie de coucher avec ma mère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de castration? On se croit seul dans cette histoire-là. Les autres ne peuvent pas avoir des pensées aussi horribles, et c'est d'ailleurs pourquoi je les ai refoulées si profondément, et c'est pourquoi elles ont eu tant de mal à réémerger dans le temps de l'analyse. Donc au moment où ça émerge, eh bien, bienvenue au club, le club de l'humanité. On se retrouve en quelque sorte dans la fraternité humaine, et c'est pas plus mal. C'est la sortie de l'isolement, la sortie de l'isolement qui permet finalement de sortir de l'analyse. Ça ne veut pas dire que lorsque j'en arrive à cette construction, moi ou l'analysant, ou les deux, ça ne veut pas dire que c'est forcément la fin de l'analyse. Parce que certains y arrivent très tôt à ce truc-là, ça n'empêche pas que on ne peut pas faire l'économie de tous les détours qu'il y a à faire pour donner une étoffe, une forme à cette structure universelle. Cette étoffe, c'est la singularité de chacun, qui est absolument nécessaire. Qui fait que quand on y arrive, même très tôt, eh bien, il y a quand même ce parcours à faire, même après. Donc on le fait avant, on le fait après, mais il y a ce parcours qui est essentiel. C'est pourquoi une analyse ne peut pas être courte. Et j'ajoute, c'est pourquoi la séance ne peut pas être courte. Parmi les interventions de l'analyste, je ne peux pas laisser de côté la fameuse scansion de Lacan et des lacaniens. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais j'y reviens parce que c'est important de travailler toutes ces possibles interventions de l'analyste, puisque Lacan a introduit ça, qu'il est suivi par des milliers de gens à travers le monde qui pratiquent la scansion derrière Lacan. Mes analystes l'ont pratiqué, je l'ai pratiqué en début de mon exercice parce que j'avais été formé comme ça, et puis j'en suis revenu et je ne la pratique plus. Je fais des séances d'une demi-heure, point barre, enfin 5 minutes près, avant ou après, parce que je n'aime pas interrompre l'analysant en plein milieu d'une phrase, alors que justement, c'est ce dont se délectent certains collègues qui n'hésitent pas à raconter des choses comme ça, en trouvant que c'est extrêmement plaisant, certainement pour eux, mais pas pour l'analysant, parce que moi, analysant, je l'ai vécu et ça m'a fait beaucoup souffrir d'être en plein milieu d'une phrase et que mon analyste me coupe en disant « restons-en là-dessus ». Voilà. Ce qui fait que des fois j'étais au milieu du récit d'un rêve, j'étais même pas arrivé à la fin du récit du rêve, alors même pas à l'analyse, n'en parlons pas. J'étais obligé d'y revenir à la séance d'après, où il me coupait aussi, et j'étais obligé d'y revenir à la séance d'après, parce que j'insiste, moi des fois, parce que je pense qu'un rêve c'est important, mon analyste ne devait pas penser que c'était important, comme souvent les Lacan et les Lacaniens, qui pensent que le rêve c'est un détail, alors que je pense comme Freud que c'est bel et bien la voie royale. La voie royale, je le dis et je le répète, c'est le rêve et non pas le signifiant. Le signifiant, cette espèce de déroulé comme ça qui n'a pas de fin, sauf la scansion. Et cette scansion n'étant que provisoire pour y revenir à la fois d'après, mais
ce n'est pas une aide à l'analyse. Bon, sauf à se le raconter soi-même, parce que quand j'étais analysant, je payais tellement cher ma séance, ça me prenait tellement de temps de venir, de repartir, etc., d'attendre, parce qu'il me faisait attendre 1 heure aussi, comme beaucoup de lacaniens. Hein. C'est devenu un must de l'analyste lacanien, ça. Je ne vois pas pourquoi je ferais attendre les gens. Chez moi, les gens n'attendent pas. Je programme mes séances de façon à ce qu'ils se suivent sans avoir à poireauter dans la salle d'attente inutilement. Donc à l'époque, je me disais, et oui, ça a une valeur tellement je paye cher. Hein. J'étais obligé de me dire ça parce qu'il fallait bien que je m'auto-justifie d'accepter de dépenser une telle somme. Sinon j'aurais fui. Et j'aurais mieux fait en effet de fuir, puisque ça ne m'aidait pas. Mais il y a des gens qui en arrivent à dire que pour justifier justement cette somme qu'ils investissent, eh bien oui, ça m'aide à comprendre. En sortant sur le palier, tout de suite je pense ah blablabla, bla, mais les gens me disent la même chose après des séances où je n'ai pas produit la scansion. Hein. C'est-à-dire après la demi-heure, eh bien ils me disent la séance d'après, ah, juste après votre séance, ça m'a permis de penser à ceci, à cela. Bon, c'est exactement pareil, donc il n'y a pas besoin de faire une séance courte, sauf pour se remplir les poches, en faisant des séances de 5 à 10 minutes, et de façon à prendre 5 ou 6 analysants par heure. J'avais déjà expliqué ça dans une autre vidéo, mais la scansion est toujours justifiée par Lacan et les lacaniens par ce fameux article sur le temps logique de Lacan dans les écrits. Et le temps logique, Lacan le dit lui-même, c'est un sophisme, c'est-à-dire que c'est une contre-vérité, une vérité apparente. Parce que ça ne marche, l'histoire des 3 prisonniers qui font chaque fois les choses en même temps, ce qui permet d'aboutir à la conclusion, eh bien ça ne marche que si les 3 prisonniers ont la même rapidité de pensée. Ce qui n'est pas le cas dans la réalité. Personne ne pense à la même vitesse, personne ne pense les mêmes choses au même moment. Alors, une explication qui est donnée de l'histoire des 3 prisonniers, c'est que ce sont les 3 instances psychiques de la même personne. Mais dans ce cas-là, je ne vois pas bien comment se passe le fait qu'on puisse se baser sur le mouvement d'une personne extérieure que l'on prend pour une écriture dans laquelle on lit le fait que l'autre a trouvé, et que donc s'il a trouvé, c'est que donc je peux trouver que je suis un blanc. Enfin, je renvoie à la lecture de cet article, et je renvoie à cette phrase de Lacan lui-même, c'est un sophisme, c'est-à-dire le genre de choses que lui-même pourfendra avec Socrate, en tant qu'il pourfend les rhéteurs de son époque qui utilisent le sophisme pour faire admettre des démonstrations qui passent ainsi pour très intelligentes alors qu'elles sont à côté de la plaque. Donc la scansion, pour moi, c'est vraiment le truc à proscrire. Il faut laisser le temps à l'analysant. C'est pas seulement le temps sur 10 ans, 20 ans, ce que peuvent durer les analyses, même si elles durent 5 ans, 4 ans. Dans le temps de la séance, il faut laisser le temps à l'analysant de faire les détours dont il a besoin. Alors, l'argument aussi que disent certains lacaniens, c'est oui, mais comme ça leur évite de faire du blabla. Ils vont vite à l'essentiel. Et je me rappelle, quand j'étais sur le divan moi-même, j'avais tellement envie d'aller vite à l'essentiel, j'étais tellement stressé de dire vite les choses avant que l'épée de Damoclès ne me tombe sur le coin de la gueule. Je ne disais plus ce qui me passe par la tête, selon l'invention de la psychanalyse. C'est ça, faites l'association libre. J'essayais de dire ce qui paraît le plus important, pour éviter justement le blabla. Or, justement, le sens, la signification, auquel les lacaniens ne s'intéressent plus,
alors que ça intéressait Freud et que ça m'intéresse, eh bien cette signification, elle se cache souvent derrière le blabla, qui est nécessaire et qui a son utilité, y compris pour entendre les choses importantes. Donc on ne peut pas juger, ne pas juger, hein, c'est l'éthique fondamentale de la psychanalyse. Et on ne juge pas non plus ce qui est important et ce qui ne l'est pas, ce qui peut être qualifié de blabla ou ce qui peut être qualifié d'important. Donc c'est pas la question d'aller au plus vite à ce qui est important, puisque on voit très bien les analyses lacaniennes durer 20 ans, 30 ans. C'est pas mieux que du temps de Freud. Hein, cette précipitation vers le but ne réduit pas du tout le temps de l'analyse, ça ne fait que réduire le temps de la séance. Au contraire, ça allonge le temps de l'analyse, à mon avis, parce que tout simplement, les gens n'ont pas le temps de parler. S'ils n'ont pas le temps de parler, ils pensent toujours le dire la prochaine fois, et puis la prochaine fois, et puis la prochaine fois, et ainsi ça s'éternise. Donc, je suis assez réprobateur vis-à-vis de l'usage de la sanction. Vous voyez, le lapsus qui me vient. Effectivement, la scansion vient comme une sanction. Hein. Ça vient comme un couperet tombé, et comme le couperet de la guillotine, en plein milieu d'une phrase. Ah ben j'ai pas le droit de continuer. Voilà. J'ai pas le droit d'aller jusqu'au bout du sens que je suis en train de poursuivre. C'est comme un interdit qui tombe, interdit de poursuivre dans ma recherche de sens. Alors évidemment, il faut bien que le couperet tombe, mais d'une manière douce, lorsque l'analysant le sait, c'est-à-dire les gens chez moi prennent le pli, c'est une espèce d'horloge qui se met en place dans la tête, ils savent à peu près une demi-heure ce que ça représente, et donc ils ne sont pas stressés par le fait de ne pas savoir à quel moment va tomber la séance. Ils peuvent se détendre et faire effectivement de l'association libre. Enfin, je voudrais vous parler de cette non-intervention de l'analyste, qui en est peut-être une, je n'en sais rien, qui est le fait que parfois je m'endors. Je rassure, c'est rare. C'est rare, mais ça arrive. Et ça m'interroge. Je me demande, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bien entendu, ça tient compte du fait que j'ai eu une bonne nuit ou j'ai eu une mauvaise nuit. Et pourtant, pour tel ou tel analysant précis, même si j'ai passé une bonne nuit, il m'arrive de m'endormir dans la séance de cet analysant ou de cet autre-là précis. Pas tous. Il y a des gens, la plupart des gens, je ne m'endors jamais. Je voudrais rapprocher ça de la pratique qu'ont certains analystes de faire quelque chose d'autre en écoutant, au prétexte d'attention flottante. Attention flottante, donc je ne prête pas attention, je ne focalise pas mon attention sur le discours de l'analysant. Mais c'est tout à fait différent de se focaliser sur autre chose. Hein. Mon analyste, à moi, il n'hésitait pas à lire le journal. On lisait encore le journal à cette époque-là. Et j'entendais les feuilles qui se tournaient derrière, et il se cachait absolument pas. Hein. C'est pas du tout de ne pas faire de bruit. J'ai des amis qui étaient en analyse chez tel autre analyste et qui me disaient que tel autre analyste, il était sans arrêt sur son ordinateur. Ils entendaient le bruit des touches. Donc l'analyste était en train d'écrire quelque chose, et très vraisemblablement son prochain livre ou sa prochaine conférence. C'est ce que faisait Lacan. Hein. Il y a assez de gens pour témoigner qu'il était tout le temps en train de faire des nœuds. À une certaine époque. Avant, je ne sais pas ce qui se faisait, simplement faire des nœuds, ça se voyait très, très facilement. Et on ne peut pas faire des nœuds tout en écoutant quelqu'un. Ça demande une attention formidable, je l'ai fait, hein, faire des nœuds, pas en séance quand même, mais ça demande une très grosse attention. C'est pas n'importe quoi. Et donc ça évite de focaliser son attention sur l'analysant. Et à mon avis, on n'entend plus rien à ce moment-là.
La justification qui est donnée, c'est que c'est l'inconscient qui entend. Et que ça laisse libre cours à une intervention type pof, je saute sur la première homophonie venue, puisque l'homophonie est très à la mode dans le champ lacanien. L'homophonie qui n'est jamais que trouver une autre signification à un mot. Hein, par exemple, tout d'un coup, je suis en train de lire Freud ou de préparer ma prochaine conférence ou de faire des nœuds, et puis tout d'un coup, j'entends bourse. Et toc, je dis ah, bourse. Vous avez dit parce que j'ai pensé tout de suite couille, alors qu'il était en train de parler de son portefeuille, ou des courses, ou je ne sais pas quoi encore. Bon, mais c'est jamais que parce que j'ai eu une autre signification en tête, hein, malgré la focalisation portée soi-disant sur seulement le signifiant, eh bien, on ne peut pas se démettre de la signification. Et d'ailleurs, c'est ce que cherche l'analysant. L'analysant, il cherche des significations en quête de cette signification ultime qu'est lui-même. Je suis quoi? Je suis ce que je suis, c'est-à-dire le produit de mon histoire. Il faut donc que j'ai pu raconter toute mon histoire avec la signification que ça suppose pour pouvoir me signifier moi-même, m'accoucher moi-même, comme je disais dans le paragraphe précédent. Donc il ne s'agit pas de focaliser son attention sur autre chose. L'attention flottante, c'est laisser effectivement son attention flotter. Pour ceux qui n'auraient pas le terme en tête, il faut que je précise quand même que c'est ce que Freud disait de la technique du psychanalyste. De même qu'on demande à l'analysant de faire de l'association libre, et je précise personnellement, c'est-à-dire de laisser tomber toute censure, toute logique, toute chronologie, hein, on peut parler dans tous les sens comme on veut. Et bien, de même qu'on demande l'association libre à l'analysant, on demande l'attention flottante à l'analyste, ce qui est la même chose au niveau des oreilles. L'attention flottante, je ne me focalise pas sur quelque chose. Donc je ne me focalise pas plus sur le signifiant que sur la signification. Hein, c'est ça, c'est ce en quoi je me distingue de Lacan et des lacaniens. Hein, je pense que la signification a son importance, qu'elle est même primordiale, le signifiant n'étant qu'un support. S'intéresser au support, c'est bien joli, mais c'est comme s'intéresser au train quand on va visiter sa mère dans une autre ville. Ce qui est important, c'est le fait d'aller visiter sa mère. Si on se met à faire une dissertation sur le train, ça peut présenter quelque intérêt, mais ça fait complètement oublier le fait que la signification du voyage, c'est aller voir maman. Or, s'intéresser qu'aux signifiants, au train des signifiants qui sont accrochés les uns derrière les autres, c'est un peu ça. C'est s'intéresser au mode de transport plutôt qu'à la gare d'arrivée ou à la gare de départ. Parce que la gare de départ a aussi son importance. La gare de départ, c'est moi-même, là où j'habite, et je vais voir maman, par exemple. Mais on peut trouver bien d'autres exemples. Et donc, j'en viens au fait que, pour certains, très rares, et très rarement, je m'endors, c'est-à-dire que je tombe sous le coup de la critique que je viens de faire aux lacaniens, de s'intéresser à autre chose que le discours de l'analysant. Je m'endors donc. S'endormir, c'est quoi? C'est se replier dans son narcissisme. C'est ne plus s'intéresser au monde environnant. Pourquoi parfois ça m'arrive? Pour me protéger de ce qui est dit, parce que c'est trop fort, parce que l'analysant ne s'adresse pas à un mur, il ne s'adresse pas à un mort. Je suis très attentif au fait de donner à l'analysant des petits gages, des petites réponses qui font qu'il sait qu'il y a là quelqu'un qui l'entend. Ça peut être juste oui ou Vous savez qu'on a beaucoup d'humoristes ont fait des blagues sur le fait que l'analyste ne dit que il y en a des très bonnes là-dessus. Et moi je dis ça aussi, mais je dis tout à fait autre chose, souvent.
hein, et je pose des questions, et je m'intéresse. Et en l'occurrence, là, ma façon de m'intéresser, dans ma façon de ne pas m'être intéressé, c'est de dire à l'analysant, écoutez, vous m'avez produit cet effet, qui est un effet qu'on pourrait dire hypnotique, puisque hypnos signifie le sommeil en grec. Ils m'ont hypnotisé. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Je vous en dirai peut-être plus la semaine prochaine ou dans 20 ans, en fonction de l'avancée de mes recherches. Les interventions de l'analyste, pas d'intervention du tout pour laisser l'analysant interpréter lui-même ses formations de l'inconscient, et spécialement le rêve, mais l'aider en posant des questions sur tel élément du rêve, vous avez oublié de m'en parler, et à tel autre endroit, c'est un peu flou ce que vous me dites, précisez, blabla, tel personnage, qui ça pourrait être selon vous. Voilà. L'interprétation. Au moment où on pense que l'analysant va la sortir lui-même. Énorme problème qui demanderait d'être analysé dans chaque cas. La construction, reprendre toute la vie de quelqu'un, et qui nous ramène pratiquement tout le temps à parler d'Oedipe et de castration, qui est la structure de base pour tout le monde. Mais dans les termes de la vie singulière de cet analysant-là. Et enfin, l'hypnose, l'endormissement, où il m'arrive l'inverse de ce qui arrivait à Freud au début de sa carrière professionnelle, où vous savez qu'il a commencé par hypnotiser les gens qui venaient le voir, en pensant que sous hypnose, c'est-à-dire sous une espèce de sommeil éveillé, ils allaient faire le récit de leur trauma et que ça suffirait à guérir les gens. Bon, comme beaucoup de gens, il a pensé que ça marchait, que ça guérissait effectivement les gens. Et après, il a changé d'avis, et encore changé d'avis, et encore changé d'avis. Moi-même, j'ai fait ça, et tout le monde fait ça, même en tant qu'analysant. On pense que telle chose va nous guérir, et puis en fait, finalement, ben non, ça sera plutôt tel autre. Et après tout, c'est le parcours de la vie de chacun. Donc, la singularité de chacun est à respecter. Je ne suis là que pour amener des questions et faire en sorte que ces questions puissent être travaillées aussi par d'autres, en tant que je leur propose ma manière à moi de poser ces questions. À la prochaine fois.